débuts en cabinet d'audit et de conseil. L'audit comptable et financier. Savez-vous vraiment comment cela va se passer? Les 17 pays de l'OHADA, un seul référentiel. Eh bien, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. On dit souvent que l'Afrique est en retard. Pas sur ce terrain. De savoir qui, en fait, est notre client. DFE, RCCM, statut. On a reçu la balance générale et le grand livre. C'est ce qu'on appelle le contrôle donc des comptes. Votre carrière commence ici. Rejoignez-nous maintenant sur YouTube. À très vite. Avant de poursuivre, tout d'abord, qu'est-ce qu'un cabinet d'audit et de conseil et qu'est-ce qu'on y fait à l'intérieur? Les Big Four, ça vous dit sûrement quelque chose, oui? Une société dont l'activité consiste à fournir des services intellectuels. Ça veut dire quoi? Dans un sens, elle va accompagner une entreprise, l'aider à tenir sa comptabilité, à optimiser sa fiscalité, à améliorer sa stratégie. Le mot à retenir pour le conseil, accompagnement. Accompagnement de qui? Des entreprises. Mais dans l'autre sens, elle va aussi venir contrôler et certifier que les informations financières présentées dans les états financiers annuels sont fiables et sincères. Ça, c'est le volet audit. On est dans la vérification. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Bien qu'un cabinet puisse proposer ces deux services, il existe une règle à ne pas franchir. On ne peut pas être juge et partie. Concrètement, jusqu'en 2002, il y avait encore les Big Five. Le problème, c'est qu'un même cabinet, comme Arthur Andersen, pouvait être à la fois auditeur et conseiller. Vous imaginez. C'est pour cela que ces deux activités sont strictement cloisonnées. On parle donc de la séparation entre l'audit et le conseil, l'expertise d'un côté et la vérification de l'autre. Merci. Donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'en fonction de la taille et de la structure du cabinet d'audit, eh bien, il y a plusieurs départements. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le département d'audit. Qu'est-ce qu'on y fait véritablement à l'intérieur? Le département d'audit va faire tout d'abord ce qu'on appelle, dans un premier temps, l'audit légal. Pour bien comprendre, il faut savoir que l'audit légal n'est pas une option. Il est imposé par la loi, d'où l'appellation audit légal. Oui, mais qui définit cette obligation précisément? Ok, écoutez. Dans notre espace OHADA, composé de 17 pays, il y a des règles, lois, réglementations que nous devons tous suivre en même temps. Sur le site de l'OHADA, il y a donc ce qu'on appelle l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique. Et là, regardez l'article 694 qui régit l'obligation de réaliser un audit légal pour les sociétés anonymes. Ce n'est donc pas le cabinet qui décide d'auditer ou non. C'est l'entreprise qui a l'obligation de se faire contrôler, mais qui reste libre de choisir le cabinet qui réalisera la mission d'audit. Donc il y a des entreprises qui n'ont pas pour obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Caroline, peux-tu leur expliquer s'il te plaît? Avec plaisir Alexandre. Alors écoutez, pour les petites sociétés qui n'atteignent pas les seuils du CAC, elles font ce qu'elles veulent. Pas de contrôle, c'est la fête? Hélas non. En fonction des pays de notre espace, il y a différentes réglementations. Ici, en Côte d'Ivoire, ces entreprises doivent faire ce qu'on appelle donc une mission de visa fiscal des états financiers qui l'oblige. Alors regardez, l'arrêté ministériel de 2017 statuant sur ces entreprises qui n'ont pas d'obligation d'audit légal. En son article 3, la procédure de visa s'applique à toutes les entités soumises à l'obligation de produire des états financiers de synthèse. Écoutez bien, à l'exception de celles soumises à l'obligation de commissaire au compte conformément à l'acte qu'on a vu tout à l'heure. C'est clair pour vous? Récap. On a vu audit légal, mission de visa fiscal, mais encore, monsieur Alexandre? Le département d'audit peut réaliser aussi ce qu'on appelle un audit contractuel. Parlons de l'audit contractuel. Ici, c'est la volonté qui prime, pas la loi. Prenons un exemple concret. La société Anima veut racheter la société Zelda. Mais Anima a un problème. Elle ne sait pas ce qui se cache vraiment derrière les comptes de Zelda. Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce qu'il y a des dettes cachées? Anima ne va pas acheter les yeux fermés. Elle va payer un cabinet pour faire une due diligence, un audit d'acquisition. C'est une investigation sur mesure pour savoir où elle met les pieds. Il y a aussi l'audit de fusion. En définitive, la loi ne l'impose pas. C'est l'acheteur qui le demande pour sécuriser son investissement. Voilà. Maintenant, vous savez ce qu'on fait en cabinet d'audit et de conseil. Expliquons désormais vos débuts en cabinet d'audit. Suivez-moi.
Bien, maintenant passons à la phase de vos débuts en cabinet d'audit et de conseil. Avant d'entrer en cabinet d'audit et de conseil, vous allez passer par ce qu'on appelle des tests techniques et des entretiens. Eh bien, un test technique, c'est tout simplement pour vérifier vos aptitudes en ce qui est de l'audit. Ça reste théorique, mais en réalité, est-ce que vous savez comment se passe une mission? Vous serez par exemple dans une salle avec 50 personnes autour de vous et vous serez sur un ordinateur. Et on vous posera des questions par exemple sur comment se fait donc l'audit. On doit mesurer votre théorie, voir si même avant d'entrer en cabinet d'audit, vous comprenez déjà un petit peu de quoi il s'agit. Après vient aussi la phase de l'entretien. L'entretien, nous allons donc évaluer votre motivation. Pourquoi vous voulez rejoindre ce cabinet? Est-ce que vous connaissez ce cabinet? Connaissez-vous notre histoire? Et quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous envisagez faire les 6 prochains mois, les 5 prochaines années? C'est un petit peu ça. Donc avant d'entrer en cabinet d'audit, il y a la phase d'abord de test technique et d'entretien que vous allez devoir passer. Petit point. Alexandre, quand est-ce qu'on recrute en audit exactement? Tout dépend du calendrier fiscal et plus précisément de la date limite de dépôt des états financiers certifiés auprès de l'administration fiscale. Résultat, l'année en cabinet d'audit se découpe en 3 grandes périodes. De janvier à mai, la haute saison. C'est l'intensité maximale. Les cabinets finalisent les missions d'audit légal ou contractuel avant les échéances fiscales. On recherche des profils immédiatement opérationnels. C'est aussi la période où les juniors apprennent le plus et le plus vite. De septembre à novembre, la période intermédiaire marquée par les intérims. On se concentre davantage sur les travaux sur le contrôle interne, la revue des processus et la préparation de la saison suivante. C'est un bon moment pour intégrer une équipe en douceur. De juin à août, la période plus calme. Congés, formation, revue qualité, organisation interne. En pratique, postuler en septembre permet une intégration progressive. Postuler en décembre, c'est une plongée directe dans le bain. À vous de voir. Bien, maintenant, admettons que vous êtes pris et pour cela, je vous dis félicitations. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que dans un cabinet d'audit, il y a ce qu'on appelle, et comme dans toute structure, une hiérarchie. Eh bien, la hiérarchie en cabinet d'audit est la suivante. Tout en haut, vous avez le commissaire aux comptes, qui est le signataire. Le commissaire aux comptes, c'est un expert comptable qui est inscrit dans un ordre national. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, vous avez l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Les experts comptables, lorsqu'ils veulent certifier les comptes des entreprises, ils vont donc avoir l'appellation de commissaire aux comptes. Donc, un commissaire aux comptes, c'est un expert comptable. Il faut bien comprendre cela. Mais attention aux nuances selon les pays. Dans l'OHADA, expert comptable et commissaire aux comptes relèvent du même ordre, mais avec des règles différentes. En France, par exemple, il y a l'ordre des experts comptables d'un côté et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de l'autre. Donc selon où vous vous situez, l'organisation peut différer, mais le principe de séparation des rôles reste fondamental. Ok ? Bien compris. Dans cette hiérarchie, ce qui les sépare en réalité, c'est ce qu'on appelle donc l'expérience. L'expérience d'un commissaire aux comptes ne sera pas la même qu'un manager ou qu'un senior. Lorsque vous entrez en cabinet d'audit pour vos débuts, eh bien, vous n'avez pas énormément d'expérience. Vous allez passer par une phase de formation. Et donc, on va vous montrer comment se passent vos premiers travaux. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'en audit, la base, c'est la comptabilité. Vous devez avoir de bonnes bases en comptabilité, comprendre un petit peu le Cisco-ADA, de quoi il en est. Maintenant, la question que vous posez tous, c'est en cabinet d'audit, eh bien, qu'est-ce que l'on fait vraiment lors de nos débuts? En cabinet d'audit, ce que vous allez faire pendant vos débuts, eh bien, c'est ce qu'on appelle le contrôle donc des comptes. Qu'est-ce que le contrôle des comptes? Alors, nous sommes le cabinet d'audit et nous devons donc mener un audit d'une entreprise, d'une, admettons, société anonyme. Nous avons été nommés commissaires aux comptes. Nommés pour 6 ans, Bien. précise. Alors, il faut comprendre que cette entreprise, tout d'abord, selon l'article 1 de l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière, est obligée donc de tenir ce qu'on appelle une comptabilité. Jusque-là, on est d'accord. Cette comptabilité, eh bien, la tient pendant combien de temps? 2 mois? 3 mois? Alexandre, je sais. En principe, la comptabilité fonctionne par exercice de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre. Ce découpage annuel permet de comparer les performances d'une année sur l'autre, de calculer les impôts sur une période fixe et de donner une vision régulière aux investisseurs. Le 31 décembre s'appelle la clôture des comptes. C'est comme prendre une photo de la vie de l'entreprise sur les 12 mois écoulés. Conséquence pratique, si on veut auditer les comptes de l'exercice 2025, on le fera en 2026,
une fois la photo prise. Bon, il existe des exceptions, peut-être, parfois, il arrive que ce soit moins de 12 mois. Ok, elle a tenu une comptabilité, mais en tant qu'auditeur, nous, si on veut mener une mission, si on veut vérifier ce qu'elle a fait pendant 12 mois, on vérifie à partir de quoi? On vérifie à partir de leur logiciel comptable? On vérifie comment? Et donc, l'article 19 de l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière de même dit que l'entreprise est obligée de tenir donc ce qu'on appelle des livres comptables. Et ces livres comptables sont donc la balance générale et le grand livre. À l'intérieur de la balance générale, vous avez donc les comptes de l'entreprise. Vous avez la retranscription chiffrée donc de la vie de l'entreprise. On devra donc les contrôler. Par contre, le problème qui se pose, c'est que l'entreprise a énormément de comptes, de la classe 1 jusqu'à la classe 9, dans notre référentiel Cisco ADA. Est-ce qu'on va contrôler tous les comptes en même temps? Comment fait-on le contrôle des comptes? On va contrôler les comptes à travers ce qu'on appelle donc les cycles comptables. C'est une structuration fonctionnelle de l'entreprise. Car dans une entreprise, il y a plusieurs fonctions. C'est que la fonction achat, ça comment ça se passe? C'est une commande, une facture et une livraison. Et une commande, on commande à qui? On commande donc à un fournisseur. Une facture, qui établit la facture? C'est le fournisseur. Et la livraison, qui va nous livrer? C'est le fournisseur. J'explique. Lorsqu'on contrôle les comptes, par exemple 601, achat de marchandises, en compte de gestion, il faut toujours contrôler sa contrepartie. En compte de bilan, 401 fournisseurs. Les cycles dépendent de l'attribution de vos supérieurs. Vos supérieurs vont vous dire par exemple de contrôler le cycle vente client. Mais n'oubliez pas qu'il y a cet aspect de formation. Vous ne savez pas tellement comment l'on fait, mais on va vous l'apprendre, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment fait-on le contrôle des comptes? Comment fait-on les cycles comptables? Vous êtes au bon endroit, c'est ce que l'on verra aujourd'hui. Un cas pratique de mission de commissaire aux comptes, nous allons auditer l'entreprise qui s'appelle Terrain Audit Food Industries, qui est une société anonyme. Bien, c'est parti, allons-y. Lieu, Mboukem Consulting Cabinet d'Audit. Prenez des pop-corn, le terrain commence. Le rapport sur les états financiers. Tu peux décrocher s'il te plaît? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur Mboukem. Bonjour monsieur. Je me permets de vous contacter, je suis le directeur général de Terrain Audit Food Industries. Comment allez-vous? Très bien, et vous de même? Très bien, alors je viens de part d'une consoeur, madame Elena, qui m'a donc recommandé vos services. Nous sommes en restructuration et nous voulons donc nommer un nouveau commissaire aux comptes pour l'exercice 2025. Donc Terrain Audit Food Industries, c'est bien ça? Oui, c'est cela, monsieur Mboukem. D'accord, entendu. Et c'est monsieur? Excusez-moi, c'est monsieur Pierre. Ok, son activité est licite. Ok, l'ancien commissaire aux comptes ne signale rien d'anormal dans la société. Ok, l'équipe a la compétence. Ok, les honoraires, c'est bon pour eux. Aucun lien familial entre Mboukem Consulting et Terrain Audit Food Industries. Les normes ISA respectées. Lettre de mission signée. Lundi 26, rendez-vous avec l'équipe dans les locaux du client. Bien avant le contrôle des comptes, il y a certaines étapes à accomplir que vos supérieurs vont devoir faire. Ici, par exemple, vous avez la liste de documents. Dans le cadre de notre contrôle des comptes de la société Terrain Audit Food Industries, TAFI, nous vous prions de trouver ci-après la liste de documents préliminaires à préparer pour les besoins de nos travaux. Alors ça, c'est une liste que notre cabinet, vos supérieurs vont envoyer aux clients pour donc pouvoir effectuer les travaux sur les cycles. Parce que si nous devons bien évidemment contrôler les comptes au niveau, par exemple, du cycle vente-client, nous devons avoir la situation des ventes mensuelles sur l'exercice. Nous devons avoir la balance AG client ou la balance auxiliaire client. Ici, par exemple, pour le cycle immobilisation-investissement, nous devons avoir le fichier des immobilisations et aussi l'état de détermination du calcul des amortissements au 31 décembre 2025. Et enfin, par exemple, pour le cycle paie personnel, nous devons avoir, par exemple, l'état de détermination des provisions pour congés payés au 31 décembre 2025. Ce sont des documents que l'on va donc devoir demander aux clients pour pouvoir contrôler les comptes. Les comptes, ce sont des opérations. Et pour donc voir si ces opérations sont véritables, il nous faut ce qu'on appelle des pièces justificatives, des factures et donc des documents. C'est bon, on a reçu les documents.
Bon, pas tous, mais la balance générale et le grand livre, on les a reçus. Ce sont donc les tout premiers documents qui nous permettent de débuter les travaux. Pourquoi selon vous ? Oui, bravo. Bingo, tu as trouvé. Attends, j'explique pour ceux qui ne savent pas. Alors, la vie de l'entreprise, c'est-à-dire toutes les opérations réalisées sur l'exercice, se traduisent dans ses comptes. Donc, pour vérifier la réalité des chiffres, la balance générale et le grand livre sont les documents de base indispensables. C'est le point de départ du contrôle des comptes que vous allez effectuer. Prise de connaissance du client. Ok, nous sommes commissaires aux comptes de Terra Audit Food Industries, mais en réalité, qui est Terra Audit Food Industries ? Et donc, cette prise de connaissance passe par cette étape. Le RCCM, Registre du commerce et du crédit mobilier, est le document qui donne une existence juridique à l'entreprise. C'est lui qui permet de répondre à une question simple mais fondamentale. Qui est l'entité que nous auditons juridiquement ? Il précise notamment la dénomination sociale, l'activité déclarée, l'adresse du siège, l'identité des dirigeants, le capital social. En audit, le RCCM fait partie des premiers documents demandés. Pourquoi ? Parce qu'avant d'analyser les chiffres, nous devons nous assurer que l'entité existe légalement et que les personnes avec lesquelles nous travaillons sont bien habilitées à engager la société. Un RCCM incohérent, incomplet ou inexistant, ce n'est pas un détail administratif, c'est un risque juridique majeur. Sans existence légale claire, les comptes n'ont aucun fondement. Et sans fondement juridique, il n'y a tout simplement pas d'audit possible. Le RCCM, c'est le point de départ. Passons à la déclaration fiscale d'existence. Ici, vous pouvez voir tout d'abord ce qu'on appelle la déclaration fiscale d'existence. Alors, il faut savoir que le nom peut varier en fonction de votre pays, que vous soyez au Bénin, au Togo ou même aux Comores. Après avoir vérifié que l'entreprise existe juridiquement avec le RCCM, l'étape suivante consiste à vérifier qu'elle existe fiscalement. C'est le rôle de la déclaration fiscale d'existence, DFE. La DFE est le document par lequel l'entreprise se déclare auprès de l'administration fiscale. Elle permet au fisc de identifier l'entreprise, déterminer ses obligations fiscales. Concrètement, la DFE nous dit quels impôts et taxes l'entreprise est censée déclarer et payer. En audit, la DFE est essentielle car elle constitue la base de toute analyse fiscale. Sans DFE, il est impossible de vérifier la cohérence entre la comptabilité et les obligations fiscales de l'entreprise. RCCM, l'entreprise existe juridiquement. DFE, l'entreprise est connue et suivie par le fisc. C'est la suite logique de la prise de connaissance du client. À gauche, c'est la partie qui est censée être pour le contribuable, c'est lui-même qui va remplir. Et à droite, c'est donc l'administration fiscale qui va remplir. Important ici, l'activité de l'entreprise. Elle fait de la restauration rapide et vente emportée. Ici, on voit quand est-ce qu'elle a commencé. Donc, son premier exercice social était le 1er janvier 2021. Voilà. Maintenant, ici, on voit son chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires prévisionnel est de 500 millions 1. Eh bien, en quoi ça nous sert de voir son chiffre d'affaires prévisionnel ? C'est très important parce qu'en fonction du chiffre d'affaires, vous allez avoir donc ce qu'on appelle un régime d'imposition. En matière de régime d'imposition, en Côte d'Ivoire, les seuils sont stricts, de 5 à 50 millions de francs CFA. C'est le régime de l'entreprenant, de 50 millions et 1 franc jusqu'à 200 millions. Nous passons au régime des micro-entreprises, de 200 millions et 1 franc jusqu'à 500 millions. C'est le régime du réel simplifié, le RSI. Et enfin, au-delà de 500 millions, c'est le régime du réel normal, le RNI. Alors, ici, on peut voir aussi, très important, les obligations fiscales de la société. Ces informations pour nos travaux en audit nous sont fondamentales, par exemple pour le cycle état fiscalité et paie personnelle. La patente. On peut voir aussi qu'elle est soumise à l'impôt BIC, les bénéfices industriels commerciaux. Ici, on peut voir qu'elle est soumise à la TVA. Ici, on peut voir qu'elle est soumise à l'impôt sur le traitement des salaires, l'état 301 et l'état 302, etc. Et donc ici, il y a une exonération de la patente pendant les 5 premières années. Ça là, ce sont les détails que vous verrez après. Passons donc à un troisième document très important qui est les statuts. Qu'est-ce que c'est que les statuts ? Les statuts de l'entreprise. Après le RCCM et la déclaration fiscale d'existence, l'auditeur analyse les statuts. Ils constituent le contrat fondateur et le cadre juridique permanent de l'entreprise. Concrètement, que contiennent-ils ? La forme de l'entreprise, son objet, son capital, l'organisation des pouvoirs et la gouvernance et plus encore. Pour l'auditeur, ils permettent de répondre à 3 questions clés.
1. Qui a le pouvoir de représenter l'entreprise et d'engager sa signature? 2. Comment les comptes sont-ils arrêtés et approuvés? 3. Et selon quelles modalités les décisions stratégiques sont-elles prises? Ils sont également cruciaux pour analyser la continuité d'exploitation. Ils dictent les règles en cas de transformation, de dissolution ou de liquidation. L'auditeur vérifie donc que l'entreprise fonctionne conformément à ses propres règles. C'est ce cadre juridique qui donne du sens aux chiffres. Les statuts doivent être établis par acte authentique, c'est-à-dire signés par un notaire. Bien, passons maintenant au contrôle des comptes. Vous pouvez voir ce document, on peut voir l'indexation, les cycles comptables et les intervenants. Donc n'oubliez pas qu'en audit financier, on a ce qu'on appelle des initiales. Comment trouver les 2 premières lettres de votre prénom et la première lettre du nom de famille? Alexandre Bouquem, ALM. Caroline B, CAB. Donc ici, par exemple, on voit bien que je dois contrôler le cycle trésorerie. Et Caroline va contrôler le cycle capitaux propres. Donc la supervision, la conclusion, ce sera le commissaire aux comptes, vous vous en doutez bien. Il y a donc beaucoup d'étapes avant qu'on commence vraiment nos travaux en tant que junior. Maintenant, cycle et trésor. À nous de jouer. Ici, on peut voir la balance générale, mais elle a été retraitée. Pourquoi retraitée? Parce que lorsqu'elle sort d'un logiciel, bien évidemment, ce n'est pas comme ça qu'elle se présente. Et pour le contrôle des comptes, on doit la présenter ainsi. Donc vous pouvez voir ici le numéro des comptes. Ici, il y a tout le numéro des comptes, bien évidemment, de la société. Ici, on peut voir le libellé des comptes. Par exemple, ici, c'est le capital social. Et ici, on peut voir le solde de 2025. Le solde, ici, de 2024. Et donc, 2024, c'est l'exercice précédent. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que l'exercice précédent a déjà été audité. Cette année, on doit voir quelles sont les variations, quels sont les événements qui se sont produits au niveau des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière par rapport à cette année? La colonne écart en valeur. Et bien évidemment, en valeur et aussi en pourcentage. Et donc, ici, on peut voir, par exemple, que, je vais prendre un compte au niveau de la caisse. Pour l'exercice 2024, on avait 25 millions. Et ici, on peut voir qu'on a cette année, donc cet exercice, pour le solde 2025, 68 millions. Donc, il y a eu des événements qui se sont passés au niveau de la caisse. Alors, élément très important aussi que vous devez maîtriser, c'est bien évidemment les comptes. Comment on lit les comptes? Ça, c'est les comptes de la classe 1 jusqu'à 5. On les appelle les comptes de situation. Ici, de 6 à 8, on peut voir que ce sont les comptes de gestion. Et il y a une particularité entre les comptes de bilan et les comptes de gestion. Les comptes de gestion de 6 à 9 en Cisco ADA sont utilisés pour calculer le résultat de chaque exercice. Ça veut dire qu'à chaque exercice, les soldes de 6 à 9 vont se renouveler. Ils ne se cumulent pas. On va regarder les écarts certes, mais le travail se fera sur le solde total. Cependant, les comptes de bilan ou de situation, de 1 à 5, eux, les soldes se cumulent. Ils ne se remettent pas à zéro chaque exercice. Donc là, au vu de ce qu'on appelle un report à nouveau, report de quoi? Du solde à nouveau sur l'exercice prochain. On fait ici plus attention aux écarts. On ne va pas vérifier le solde total, mais les variations entre exercices. Voilà. Maintenant, pour le contrôle des comptes aussi, la première des choses à faire à votre niveau est ce qu'on appelle une feuille maîtresse. Vous avez vu la balance générale. Maintenant, la feuille maîtresse, c'est quoi? C'est un peu comme une carte de navigation qui indique tous les comptes sur lesquels vous allez devoir faire le contrôle des comptes liés donc à vos cycles. Le cycle trésorerie, c'est tout ce qui concerne bien évidemment la classe 5. Mais vous vous souvenez que les cycles comptables, c'est une structuration fonctionnelle. Non seulement on va contrôler la banque, mais la banque aussi, il y a ce qu'on appelle les frais bancaires. Donc en réalité, au niveau du bilan, vous allez donc pouvoir contrôler tout ce qui est banque, tout ce qui est caisse. Et en compte de gestion, vous allez contrôler les frais bancaires. Bon, ici dans notre société, il n'y a pas de frais bancaires, donc il n'y a pas de frais bancaires. Ici, je vais donc devoir mettre dans la feuille maîtresse tous les comptes sur lesquels je vais donc devoir réaliser mes travaux. C'est un petit peu comme ça que ça se présente. Le numéro de compte, le libellé de compte, le solde de l'exercice et le solde 2024. On audite cet exercice par rapport à l'exercice précédent. Donc la question qu'on va se poser, c'est l'écart en valeur au niveau de la caisse, ça résulte à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la caisse pour qu'elle augmente de 43 millions? Et ici, on voit qu'il n'y a pas d'écart en valeur au niveau de la banque SGCI. S'il n'y a pas d'écart en valeur, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'opérations qui sont passées au niveau de la banque de l'exercice précédent jusqu'à cet exercice. Bien, une fois que cela c'est fait,
vous allez donc devoir effectuer vos travaux sur une feuille de travail. Donc ça, c'est un petit peu comme ça que se présente une feuille de travail. Ici, on voit toujours le client, l'exercice audité, le contrôle des comptes, etc. Bien, la feuille de travail, ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est qu'au niveau de vos travaux, vous allez donc devoir avoir certains objectifs à faire, certaines diligences à réaliser, et donc vous allez réaliser certains travaux. Donc les objectifs, c'est quoi au niveau du cycle comptable? On vous a donné le cycle comptable, il faut l'auditer, mais vous devez faire quoi en réalité? Quel est l'objectif? Donc l'objectif, c'est de s'assurer de la réalité, l'exactitude, l'exhaustivité ainsi que la correcte présentation des comptes de trésorerie. Et aussi, vous devez contrôler le correct classement des autres frais bancaires ainsi que l'évaluation des suspens à risque. Bien, ça c'est l'objectif que vous devez réaliser donc sur le cycle comptable de la trésorerie. Et vous voyez donc que chaque mot, réalité, exactitude, exhaustivité, classement, c'est ce qu'on appelle donc des assertions. Donc, les comptes que vous allez donc devoir contrôler doivent revêtir ces assertions. Ce sera donc vos objectifs. Mais ça, c'est des objectifs généraux. Maintenant, qu'est-ce que vous allez donc devoir faire? Au niveau du cycle trésorerie, bon, bien évidemment, vous n'allez pas faire tout ça, mais en réalité, ça, c'est ce qu'on fait généralement sur un cycle trésorerie. Vous allez donc devoir contrôler la correcte élaboration des états de rapprochement bancaire au 31 décembre 2025. Vous allez donc devoir analyser les suspens en risque qui en découlent, analyser leur réalité à la vérification de leur apurement. Vous allez donc devoir contrôler la réalité du solde en caisse par rapprochement au procès verbal d'inventaire physique au 31 décembre 2025. Vous allez aussi centraliser les frais bancaires à partir des relevés bancaires et obtenir, exploiter réponse de circulation, etc. Donc ça, quand vous allez commencer dans vos débuts au cabinet d'audit, ce sont les travaux que vous devez réaliser. Mais bien évidemment, il y a un principe qui dit que l'audit n'est pas mécanique. Et donc maintenant, passons au mémo de travail. Le mémo de travail, bien évidemment, sa base aussi, c'est la feuille de travail. Alors, ici, on voit bien toujours qu'il y a le client, on marque, c'est comme ça que ça se présente. Il faut savoir qu'en réalité, la présentation dépend de votre cabinet. Ce n'est pas la présentation générale et officielle, mais c'est une présentation qui est propre à chaque cabinet. Donc, dans le mémo de travail, le client, l'exercice audité, et que ça, c'est un mémo de cycle. Le commissaire aux comptes et le cycle trésorerie. Alors, ici, on récapitule donc quels sont nos objectifs. Nos objectifs, donc, c'est nous assurer de la réalité, l'exactitude, l'exhaustivité et la correcte présentation des comptes de trésorerie. Ici, on voit donc les données chiffrées. Ça vient de la feuille maîtresse. Tous les comptes qu'on doit contrôler au niveau du bilan et au niveau du compte de résultat. Quels sont les travaux que j'ai réalisés? En rouge sont les travaux que j'aurais dû réaliser, par exemple, s'il y avait des écarts au niveau donc de la banque. Mais vu qu'il n'y a pas d'écart, je ne vais pas réaliser ces travaux. Ici, le seul travail qui m'intéresse, c'est donc de contrôler la réalité du solde en caisse par rapprochement au procès verbal d'inventaire physique. Donc c'est un petit peu ça. Comment ça se passe? Donc j'ai formalisé mes travaux de la sorte. L'observation qu'on peut faire, c'est quoi? Nous n'avons pas reçu à la date de nos travaux le procès verbal d'inventaire physique de la caisse à hauteur de 69 millions de francs CFA au 31 décembre 2025. Par conséquent, nous ne pouvons nous prononcer sur la réalité du compte 571 caisse. Donc, lorsque vous faites vos travaux en audit, vous devez donc les documenter. Et vous donc devez faire ce qu'on appelle des observations. Le cycle qu'on réalise, c'est pour nos supérieurs. C'est pour à la fin que ça se parte chez le commissaire aux comptes. Donc vous devez contrôler les comptes et faire des observations. Qu'est-ce que vous avez vu dans les comptes en réalité? Donc une fois que ces observations sont faites et que vous avez fait vos contrôles, etc., vous allez donc faire maintenant ce qu'on appelle les points notés. L'audit, on met sur les observations sur lesquelles il faut se pencher. On met, un petit peu, on va dire ce qui va mal. Donc ici, de tous les travaux qu'on a pu réaliser, ça, ce sont tous les points notés. Donc, on peut dire que nous ne pouvons nous prononcer, etc., etc. Et aussi qu'on peut noter que la société ne dispose pas d'une police d'assurance destinée à couvrir les risques et pertes et vols, notamment au niveau de sa caisse. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut savoir qu'en audit, on se pose toujours ces questions. Quels sont les risques? Quels sont les articles qui appuient nos propos? Est-ce qu'ils ont respecté le CISCO-ADA? Est-ce que l'OSCGI a été respecté? Est-ce que les actes ont été respectés? Le Code général des impôts, etc. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on réfléchit. Ici, vous voyez les suspens.
Les suspens, c'est tous les documents vis-à-vis de notre cycle qu'on aurait dû recevoir mais qu'on n'a pas reçu, qui nous ont donc empêchés de pouvoir un petit peu mener à bien notre mission, notre contrôle des comptes en quelque sorte. On voit bien qu'on n'a pas reçu le PV d'inventaire fichier de la caisse, donc c'est en suspens. Selon vous, est-ce que là, bien évidemment, le contrôle est bon? Est-ce qu'on peut dire que la trésorerie de l'entreprise est bonne? En conclusion, on va dire que nos travaux sur la réalité, l'exactitude, l'exhaustivité, on répète encore les assertions car elles sont nécessaires pour donc donner une image fidèle. On va dire que le contrôle est non satisfaisant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous n'avons pas pu attester du montant de 44 millions de francs CFA qui s'est ajouté donc au niveau de la caisse. Et c'est un montant très significatif qui aura beaucoup d'impact vis-à-vis de l'image fidèle de l'entreprise. Si on n'atteste pas 44 millions, c'est énorme. Bon, après, ça dépend du total bilan. Donc, vous avez pu voir un petit peu comment on fait le contrôle des comptes. C'est un petit peu comme ça que ça se présente, mais il faut savoir qu'il y a énormément de choses. Énormément de choses à voir, énormément de choses à faire, etc. Et ça, ce n'est qu'un cycle et ce n'est qu'un client. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on fait de l'audit financier et comptable. Nous arrivons donc à la fin de cette petite démonstration de comment on fait de l'audit comptable et financier. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait vis-à-vis de ce qui devrait être fait? Est-ce qu'ils ont respecté la loi? Est-ce qu'ils ont respecté le SIS-Quada? Est-ce que l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière a été respecté? Ce que vous venez de voir ne correspond qu'à peut-être 5% de ce que l'on peut faire. C'est aussi un métier très passionnant, car en réalité, il y a beaucoup de secteurs d'activité dans lesquels nous pouvons intervenir. Et rassurez-vous, je prépare un guide et ce guide sera disponible donc début de l'année prochaine 2026. Jusque là, je vous dis merci et à la prochaine pour une prochaine vidéo.